Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Aujourd'hui dans Business Matin, nous allons parler budget, nous allons parler salaire, nous allons parler gestion salariale. Alors que faut-il faire? Pour cela, je suis en compagnie d'un expert en gestion salariale, j'ai envie de dire, qui n'est d'autre que Monsieur Yao Félix. Vous voulez savoir ce qui va se passer dans cette émission? Il vous suffira tout simplement de ne pas bouger et de suivre la suite. Je le disais tantôt, dans Business Matin, aujourd'hui, nous allons parler gestion du salaire. Et pour cela, je suis en compagnie de Monsieur Yao Félix. Bonjour Monsieur Yao. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. C'est moi qui vous remercie de nous recevoir sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du budget, nous allons parler du salaire, comment tenir un budget. D'ailleurs, pour commencer, qu'est-ce qu'un budget? Alors, je serais tenté de dire tout de suite qu'un budget, c'est un état prévisionnel de l'argent qui rentre, donc des ressources, et de l'argent qui sort, donc des dépenses. Et le tout dans un tableau. Et après, donc, il faut en faire un suivi. Alors, pourquoi donc le budget doit-il être équilibré? Pourquoi? La réponse est toute simple. Si vous n'avez pas un budget équilibré, ça veut dire d'abord quoi un budget équilibré? Cela voudrait dire que vous ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Alors le budget est équilibré. On va aller avec des exemples de façon très pratique. Quelqu'un qui a 250 000 francs, s'il dépense moins de 250 000 francs ou il dépense juste 250 000 francs, on dira que son budget est équilibré. Mais s'il a 250 000 francs et qu'il a des dépenses qui vont dans l'ordre de 350 000 francs, on dira que son budget est déséquilibré. D'accord. Alors donc pourquoi doit-on avoir un budget équilibré? Alors si vous n'avez pas un budget équilibré, je veux dire que la seule alternative qui s'offre à vous immédiatement, c'est l'endettement. C'est l'endettement. Ou je veux dire c'est la réduction de votre épargne si vous en avez. Et comme ce n'est pas toujours le cas, alors on va se retrouver dans un système d'endettement. L'endettement peut être de type bancaire. Donc ça peut être une histoire de découvert. Ça peut être une histoire de prêt personnel, mais ça peut être également, je veux dire, des prêts non bancaires. Par exemple, si vous n'avez pas pu payer vos factures et que vous êtes obligé d'accumuler, là vous êtes dans un système de prêt non bancaire. Il vous faudra négocier. Alors pourquoi est-ce si difficile justement de faire moins de dépenses? Vous savez, les raisons sont multiples. Il y a d'abord, je veux dire, la difficulté que nous avons à faire une différence entre nos envies, nos besoins et les priorités. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est la pression sociale elle-même. Les sollicitations, on n'en point finir. Pour la petite anecdote, tout le monde sait quand est-ce que les virements sont faits. C'est-à-dire même ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui rappellent très souvent à ceux qui travaillent que les virements ont été faits. Et donc, autour de ce petit salaire-là, tout le monde est greffé là-dessus. Que ce soit les parents au village, que ce soit les cousins en ville, que ce soit au sein de la famille, au sein donc de la famille nucléaire. Donc, comprenez que la pression elle-même, pression sociale, sous-entend, est un facteur déterminant dans la difficulté que nous avons à gérer effectivement nos budgets. Et puis, je serais tenté, effectivement, de compléter un troisième élément pour dire que, à la vérité, quand vous ne savez pas aussi dire non quand il le faut, il va sans dire que vous allez vous mettre à la disposition de tout le monde et à tout moment, et vous risquez de passer à côté de l'essentiel, donc de faire face aux besoins. Alors, avec toutes ces informations que vous venez de nous donner, je suis tentée donc de vous poser la question de savoir comment tenir son budget. Alors, d'abord, comme je l'ai défini tantôt, le budget est prévisionnel. Il ne faut pas attendre à la fin du mois pour faire un budget.
on fait le budget longtemps avant, puisque c'est une prévision. Et quand la fin du mois arrive, c'est juste pour exécuter le budget, c'est-à-dire on va prendre, tout est déjà annoté, et puis bon, on commence à faire le dispatching. Ok? Cela voudrait également dire qu'il y a un suivi. Parce que si vous ne faites pas de suivi, il vous sera difficile effectivement de faire des réaménagements. Parce qu'un budget n'est pas statique dans le temps. Il peut évoluer. Vous imaginez que quand vous êtes à 3, l'argent pour la popote, ça sera différent. Je veux dire, de la présence de plus de 5 personnes. Donc, ce sont des choses qu'il faut pouvoir moduler. Il faut notamment également, je veux dire, faire attention aux différentes dépenses, savoir quelle est la priorité, parce qu'il faut pouvoir faire une priorisation au niveau des dépenses. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut regarder très souvent et de façon très pointue. Surtout que quand vous regardez, je veux dire, les dépenses, la liste est longue. Or, les entrées, souvent c'est une seule ligne. C'est soit le salaire pour le fonctionnaire. Or, les dépenses, il y en a par milliers, je dirais par centaines. Par centaines. Et si vous ne faites pas donc attention à tous ces éléments, vous risquez d'aller dans le décor. Nous rappelons justement à tous nos téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout dans le monde qu'aujourd'hui, dans Business Matin, nous parlons donc de la gestion du salaire, de la gestion du budget. Et pour cela, je suis en compagnie de M. Yao Félix. Alors, M. Yao Félix, vous êtes venu avec 2 documents. Le premier qui représente donc la finance personnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? La finance personnelle, c'est votre argent au quotidien. Et nous estimons que pour une meilleure gestion de cette finance-là, vous avez besoin de savoir un certain nombre de choses. Donc il y a des astuces, il y a effectivement une pratique, une bonne pratique qu'il faut faire, qu'il faut observer si effectivement vous voulez gérer au mieux vos ressources. Alors pourquoi donc avez-vous conçu ce document? Alors nous l'avons fait simplement parce que vous savez, la gestion, la bonne des ressources de nos ressources n'est pas la chose la mieux partagée. C'est tout à fait naturel. Vous savez, à l'école, on vous a donné donc, je vais dire, la qualité de l'enseignement pour vous permettre aujourd'hui d'être, par exemple, journaliste, l'autre professeur, etc. Mais à la vérité, ça c'est une formation académique. Ensuite, vous avez eu la chance de rentrer certainement dans une école de formation pour devenir journaliste. Donc là, il y a la formation professionnelle. Mais est-ce que on vous a une fois dit à l'école, on vous a une fois enseigné à l'école comment vous devriez dépenser le salaire que vous allez avoir un jour? Ça, ce sont des choses qu'on n'enseigne pas. Et nous avons constaté que nombreux sont ceux qui ont des difficultés effectivement à gérer l'argent. Parce que nous ne sommes pas toujours préparés à le recevoir. Il était bon que nous puissions donc produire un guide pour permettre à chacun d'aller puiser quelques conseils, d'aller donc à l'école de la finance de base, ce qui est important. Et voici ce qui justifie donc, je vais dire, la mise sur le marché de ce document. Alors, vous avez également un deuxième document qui est appelé Top Budget, où va mon argent? Tout à fait. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus également? Naturellement. Où va mon argent? Ça, c'est une question qu'il faut pouvoir se poser régulièrement. Est-ce que nous nous posons régulièrement cette question selon vous? Bien malheureusement, non. Bien malheureusement, non. Nous avançons. On avance seulement, comme pour parler chez nous, Ivoiriens, on avance seulement. Et pourtant, il faut bien s'arrêter un jour pour regarder où va notre argent. Et si vous ne faites pas un suivi, je vais dire de façon régulière, si vous ne faites pas un budget, vous ne pourrez jamais savoir. OK? Vous savez, je vais partager avec vous un comportement que nous avons pu, je vais dire, identifier au niveau généralement des fonctionnaires. À la fin du mois, il se rend donc au guichet. Il prend donc son salaire. Quand il en ressort donc du guichet, son premier réflexe, c'est de s'asseoir dans le maquis le plus proche pour prendre donc juste une bière ou de la sucrerie
Alors, vous savez, là, il va satisfaire à une envie qu'il va transformer en besoin. Parce qu'il s'est dit, j'ai fait le rang, je suis fatigué, il faut absolument que je m'offre quelque chose de bien glacé. Comme une envie en appelle toujours une autre, il est capable d'appeler des amis. Ça peut être au masculin comme au féminin. On va passer le temps là, on va dépenser. Or, ça, ce n'était pas prévu. C'est quand il va arriver à la maison qu'il va se rendre compte qu'il a en fait laissé une trentaine de mille d'euros avant même de commencer effectivement à faire face aux besoins. Donc payer le loyer, la facture, et c'est là qu'on devient très nerveux. Et nous avons répertorié, je vais dire de façon exhaustive, les dépenses au quotidien, les dépenses auxquelles nous devons faire face chaque mois. Et de l'autre côté, nous avons identifié effectivement les sources de revenus. Et à travers comme donc voilà, mentionné dans ce document, tout à fait, ici. Tout à fait. Et donc ce document vous permet chaque mois d'identifier donc l'argent qui rentre et en même temps de faire la ventilation au niveau de toutes les dépenses. Ce qui vous permet de savoir, en faisant donc le point, de savoir véritablement où est parti votre argent ce mois. Quel est le type de dépense qui a dévoré le plus votre argent, de sorte que vous soyez capable de prendre des décisions pour le mois qui va suivre. Et ce document vous permet donc d'aller sur les 12 mois de l'année, mais mieux, à la fin de l'année, de faire un bilan. De faire un bilan de santé financière. Combien sommes-nous à faire effectivement un bilan de santé financière chaque année? Ce ne sont pas les souhaits de bonne heureuse année, beaucoup d'argent, ce n'est pas ça qui va vous donner de l'argent. C'est la gestion avec beaucoup de rigueur de ce que vous recevez qui va vous permettre effectivement d'avoir de l'argent, d'économiser, donc de dépenser juste. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Yao Félix, de votre présence sur notre plateau. Merci encore de toutes ces informations que vous nous donnez, que vous concoctez pour nous et pour tous donc, nos téléspectateurs. Si vous avez justement envie de vous procurer ces documents, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche maintenant juste au bas de votre écran et nous ferons donc une joie immense de répondre donc à vos besoins. Alors, M. Yao Félix, avant de nous quitter, quels conseils avez-vous justement pour tous les téléspectateurs, pour tous les salariés qui ont encore des soucis pour la gestion de leur budget? Alors, le premier conseil que je voudrais donc donner à tous ceux qui nous regardent en ce moment, c'est de dire qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on reçoit. Ça, c'est le principe de base. Si vous avez un salaire de 100 000 francs, il faut vivre selon donc, je veux dire, vos possibilités. Donc, il faut éviter de vivre en regardant le voisin. Vous ne connaissez pas ses ressources, vous ne savez pas quelles sont les activités qu'il mène et donc quels sont les différents types de ressources qu'il a. Vivez selon vos possibilités, selon ce que vous gagnez. N'allez pas au-delà. Et il faut pouvoir établir une priorité au niveau donc de vos besoins. Il faut pouvoir faire la différence entre les envies et les besoins. Parce que c'est là que tout notre problème commence. En ne pouvant pas faire véritablement le distinguo entre envie et besoin, on risque effectivement de prioriser les envies. Et lorsque les besoins se pointent, alors nous sommes fragilisés. Et puis, nous voici dans une situation où nous sommes obligés de nous endetter. Vous savez, certains vont au-delà. Je crois que nous aurons l'occasion peut-être d'en parler un jour. De revenir, voilà, de revenir là-dessus. Parler soit du surendettement qui est réellement une situation qui fragilise, je veux dire, les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Qui sont pour, à grande majorité, parce que les taux sont effrayants, on aura l'occasion d'en parler. On aura justement l'occasion d'en revenir. Tout à fait. Ceux qui sont aujourd'hui au Mé des Margouillas. D'accord. Merci encore, M. Yao Félix, de votre présence sur notre plateau. Nous allons continuer Business Matin en recevant Alex Mokhtar dans le cadre de Panorama. A tout de suite.
Et je le disais tantôt, nous allons directement à Panorama et pour cela, nous recevons Alex Mokhtar. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie. Alors Alex, qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc au cours des matières premières agricoles qui, selon un récent rapport publié, donc devrait rester dans une tendance baissière d'ici à 2025. C'est-à-dire que, pour faire simple, ces matières premières agricoles là donc ne connaîtront pas une grande fluctuation au niveau de leur prix, tout simplement. Alors il faut dire que les prix des produits agricoles donc devraient préserver, comme je l'ai dit tantôt, durant les 10 prochaines années donc leur tendance baissière amorcée déjà il y a 2 ans. Et ce grâce donc à l'amélioration des rendements, même si on peut prévoir, je dirais, ce qu'on appelle un choc, je dirais, plutôt grave qui pourrait subvenir parce que bien évidemment certains éléments entrent en ligne de compte quand l'on fait ce genre d'estimation-là. Alors, pour faire simple, il faut dire que les deux organisations que sont la FAO et l'OCDE prévoient une augmentation de la production grâce notamment à une hausse, on dira, des rendements en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, et bien sûr à la conquête donc de nouvelles terres agricoles en Amérique du Sud, qui tout cela bien sûr conjugué à la baisse du coût des intrants et de l'énergie favorisera donc un prix stable, je dirais, donc des matières premières agricoles. Parce que bien sûr le coût de ces matières premières là est fonction également de tout ce qui est intrants, je veux dire le coût des engrais, le coût de production, je dirais, de ces matières premières agricoles là. Et bien sûr on a besoin d'énergie pour conditionner le tout parfois. Donc plus ces indicateurs là resteront stables, je dirais, alors les prix des matières premières agricoles donc ne connaîtront pas de fluctuations assez importantes. Mais il faut aussi dire que la FAO et l'OCDE jugent cependant que des secousses demeurent probables en raison donc des variations climatiques qui elles sont difficiles à prévoir sur de longues périodes. C'est-à-dire qu'on peut somme toute dire qu'il y aura peut-être des tornades ou des inondations sur une courte période, mais sur 10-15 ans, c'est difficile de prévoir avec exactitude donc ces variations climatiques-là qui peuvent parfois influer, je dirais, sur le cours des matières premières. Il faut aussi noter également que le prix du pétrole est un élément assez important qui influe sur le coût de ces matières premières-là. Donc, ce qui ne nous met pas forcément à l'abri d'un gros choc, en tout cas d'un pic, je dirais, en termes de coût, tout simplement, que l'on pourrait observer pour le prix des matières premières agricoles. Merci beaucoup, Alex. Merci à tous et à tous nos téléspectateurs, justement, de toujours nous suivre, et ce, dans tous les 4 coins du monde. Si ce numéro vous a également intéressé comme moi et comme tous ceux qui ont été présents sur notre plateau, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche maintenant juste au bas de votre écran. Nous nous ferons une joie incommensurable et immense de répondre à vos attentes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Au revoir.